Après avoir laissé les parents de ma femme séjourner dans notre chalet de vacances pour l'hiver, je suis monté un week-end pour constater que mon nom avait été retiré de tous les documents à l'intérieur. Nous avons fait quelques changements, a dit son père. Ma femme a juste souri et a dit, c'est toujours une propriété familiale. Je suis rentré en voiture cette nuit-là, j'ai trouvé l'acte d'achat original dans mon coffre-fort ignifuge et je l'ai envoyé par la poste à une personne à laquelle il ne s'attendait jamais. Laissez-moi commencer par dire que je ne suis pas le genre de type qui fait des scènes. Je ne crie pas, je ne casse rien, j'essaie d'être juste. C'est ce qui rend toute cette histoire encore plus douloureuse. Je m'appelle Rob, j'ai 42 ans, je suis marié à Tessa depuis près de 10 ans. Nous vivons à Missoula, dans le Montana. Pas d'enfants, ce qui ressemble maintenant à un sacré miracle. Elle travaille à temps partiel dans une clinique, je dirige des équipes de construction. Nous nous en sortions bien. Maison payée, revenus stables, rien d'extraordinaire, mais solide. Il y a environ 4 ans, j'ai acheté un petit chalet près du lac Flathead. C'était le mien, tout mon argent, acheté avant même que nous soyons mariés. Je voulais un endroit où je pourrais pêcher, respirer et ne pas entendre la circulation ou avoir affaire aux conneries de qui que ce soit. J'ai travaillé dur pour cet endroit. C'était mon coin. J'y emmène Tessa parfois, mais honnêtement, elle ne s'en est jamais souciée comme moi. Elle aimait les hôtels, le wifi, les endroits pour bruncher. Pourtant, j'ai toujours dit que c'était le nôtre quand j'en parlais, juste pour être gentil. Je ne pensais pas que ça me retomberait dessus. Puis est arrivé l'hiver, il y a 2 ans. Son père, Marc, a perdu son emploi. Un cabinet comptable l'a licencié. Sa mère, Lassie, ne travaillait pas beaucoup, faisait quelques trucs pour des foires artisanales, mais rien de sérieux. Soudain, ils étaient en difficulté. Ils ne pouvaient plus se permettre leur logement à Spokane. Carte de crédit au maximum. Marc parlait de rester dans un motel pour l'hiver. Tessa est venue me voir en pleurant, a dit que nous devions faire quelque chose, qu'ils avaient juste besoin de temps. Je n'étais pas ravi. Le chalet était à moi. Mais je lui ai dit, d'accord, s'il signe un accord temporaire. Je l'ai rédigé moi-même. Il disait qu'il pouvait rester pendant l'hiver, sans loyer, mais devait partir avant mai, à moins que nous ne soyons tous les deux d'accord pour prolonger. Il n'avait pas le droit de faire des changements majeurs et la propriété restait légalement la mienne. Je l'ai fait notarier par un ami. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était juridiquement solide. Tessa a levé les yeux au ciel. Ce ne sont pas des étrangers, a-t-elle dit. C'est juste pour un petit moment. J'aurais dû écouter mon instinct à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ils ont emménagé vers la mi-novembre. Je suis resté à l'écart, je leur ai laissé leur espace. J'étais occupé au travail et je me suis dit que je leur rendrais visite au printemps. De temps en temps, je demandais comment ça se passait. Tessa disait des choses comme « Oh, ils ont repeint la chambre d'amis, c'est mieux maintenant. Papa répare les marches du porche. Maman a remplacé certains rideaux. » Tout cela semblait mineur. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Puis est arrivé avril. J'avais un samedi de libre et j'ai décidé de monter, juste pour la journée. Je ne l'ai pas dit à Tessa, je voulais leur faire une surprise, peut-être pêcher un peu. J'ai apporté de la bière, des collations et ma vieille boîte de pêche. Mais au moment où je suis arrivé dans l'allée, quelque chose n'allait pas. Il y avait un nouveau portail avec un clavier numérique, pas une serrure que je leur avais donnée. Un portail en métal. Je n'avais pas approuvé ça. Ça m'énervait déjà. Puis je me suis approché de la porte d'entrée et ma clé n'a pas fonctionné. Ils avaient changé les serrures. J'ai frappé. Pas de réponse au début. J'ai frappé plus fort. Finalement, la porte s'est ouverte. Marc se tenait là, comme s'il n'était même pas surpris de me voir. Il s'est juste appuyé sur le cadre de la porte et a dit, « Tu aurais dû appeler avant. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui est arrivé à ma clé, bordel ?» Il a souri, ce genre de sourire suffisant. On a fait quelques changements. Je suis entré. Il n'a pas essayé de m'arrêter, mais il ne s'est pas vraiment écarté non plus. Lassie était dans la cuisine, comme si elle était chez elle. Tessa est sortie du couloir quelques secondes plus tard. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. C'est toujours une propriété familiale, a-t-elle dit, comme si ça rendait les choses acceptables. Je l'ai ignoré et j'ai traversé l'endroit. Les meubles étaient différents. Ma chaise,
le fauteuil inclinable que j'avais acheté avec ma première prime, avait disparu. Ils avaient remplacé les tapis, et changé les œuvres d'art. Les photos sur le mur étaient toutes deux. Aucune de moi. Pas une seule. Je suis allé dans le coin bureau. C'est là que j'ai perdu patience. Ils avaient un gros classeur posé là, étiqueté documents propriété Flathead. À l'intérieur, il y avait des factures de services publics, des reçus, et puis, je le jure devant Dieu, un faux acte de propriété. Un faux document indiquant que le chalet appartenait uniquement à Tessa. Ils avaient même imprimé un accord bidon avec des gribouillis et des puces disant des choses comme toute la famille a des droits égaux et est gérée par Marc et Lassie, comme si c'était un comité. J'ai regardé Marc. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Il a haussé les épaules. On a juste mis les choses en ordre. Tu n'avais pas l'air de t'en soucier. Tessa est intervenue, s'asseyant sur la coudoir comme si c'était un talk show. Tu as toujours dit que c'était un endroit familial. On rend juste ça réel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Quand je suis rentré, je suis allé à mon coffre-fort ignifuge, j'ai sorti l'acte de propriété original avec seulement mon nom dessus, j'ai sorti l'accord notarié que ses parents avaient signé, j'ai relu chaque ligne, même si je savais déjà ce qu'il disait. Puis j'ai fait des copies de tout. Et je les ai envoyées, avec une lettre, à la seule personne à laquelle il ne s'attendait jamais, l'oncle de Tessa. C'est le frère aîné de sa mère. Avocat immobilier à cœur d'haleine. Vif comme un rasoir. Je l'avais rencontré une ou deux fois. Il était direct, sans chichi, et n'avait aucune affection pour Marc ou Lassie. J'avais entendu des histoires lors de barbecues, de vieilles querelles familiales. Ça ne m'importait pas à l'époque, mais maintenant, c'était un levier. Dans ma lettre, j'ai écrit, ils essaient de prendre une propriété qui n'est pas la leur. J'ai joint l'acte de propriété original et l'accord qu'ils ont signé. Je voulais que quelqu'un dans la famille voie ça avant que je ne passe par la voie légale. C'était tout. Pas de menaces, juste des faits. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était l'oncle de Tessa. Ces mots exacts, oh, j'attendais quelque chose comme ça depuis un moment. Alors oui, l'oncle de Tessa, Richard, m'appelle 3 jours après que j'ai envoyé les documents. La première chose qu'il dit, c'est, oh, j'attendais quelque chose comme ça depuis un moment. Pas de bavardage, pas de fausse politesse, direct au but. Il a posé quelques questions. J'ai répondu à chacune avec des reçus, des photos, l'accord signé, l'acte de propriété réel, même une photo de moi devant le chalet le jour où je l'ai acheté. Il ne m'a pas seulement cru, il voulait me croire. Parce qu'apparemment, il avait des antécédents avec Marc et Lassie. Tes beaux-parents ont essayé ce genre de conneries il y a des années, m'a-t-il dit. Ils se sont immiscés dans la succession de la tante de Lassie et ont essayé de la convaincre d'ajouter leur nom à des terres agricoles dans l'Idaho. J'ai rapidement mis fin à ça. Je lui ai demandé, pouvez-vous m'aider? Il a répondu, je vais savourer chaque seconde. Le même jour, il leur a envoyé une lettre recommandée, mise en demeure exigeant une vacance immédiate et avertissant qu'ils avaient violé les termes d'un accord signé. Il a inclus l'acte de propriété réel, leur disant qu'ils étaient maintenant des intrus. Ça a mis le feu aux poudres. Le lendemain, Tessa a fait exploser mon téléphone. J'ai ignoré chaque appel. Finalement, j'ai décroché vers 21h. Elle criait avant même que je dise bonjour. Tu as fait menacer ma famille par des poursuites judiciaires, a-t-elle hurlé. Ils ont rompu l'accord, ai-je dit. Ils ont essayé de falsifier un acte de propriété. C'est de la fraude. Ils essayaient juste de se sentir chez eux. Ce n'est pas un actif froid, Rob. Ça fait partie de la famille. Je lui ai dit que ça n'avait jamais fait partie de quoi que ce soit de sa famille. C'était à moi. Je l'ai acheté, j'ai payé chaque centimètre carré. Elle n'y a jamais mis un seul centime. Son nom n'était sur aucun papier. Puis elle a lâché la phrase qui a finalement tout clarifié, si tu avais juste laissé tomber, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai raccroché. Elle est rentrée à la maison cette nuit-là, furieuse. Elle a jeté ses clés, claqué la porte du réfrigérateur et m'a accusé d'essayer de détruire sa famille. Je suis resté calme. J'ai dit, tu as menti. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas ça, la famille. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne savait pas ce que Marc et Lassie faisaient. Mais je savais mieux.
Elle se tenait là, dans le chalet, et a souri quand j'ai vu les faux documents. Elle m'a regardé les lire comme si c'était une blague. Au cours des semaines suivantes, les choses ont empiré. Richard a envoyé un avis d'expulsion formel, leur donnant 14 jours pour quitter la propriété ou faire face à un procès. Au lieu de faire leur valise, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont déposé un rapport auprès du greffier du comté de Flathead, essayant d'enregistrer leurs faux documents comme un transfert de titre valide. Richard l'a immédiatement intercepté. Il a déposé une injonction et leur a envoyé un avertissement, s'ils continuaient, ils risquaient des accusations de fraude criminelle. Puis, cette partie m'a sidéré. Ils ont essayé de jouer sale. Mark a déposé une ordonnance restrictive contre moi, affirmant que je m'étais présenté au chalet en menaçant de violence et en essayant de les intimider pour qu'ils partent. Il a dit qu'il craignait pour sa sécurité et celle de la scie. Pur mensonge. Je n'avais même jamais haussé la voix, je n'avais touché personne. Richard a réglé ça en moins de 48 heures avec des photos, des eurodatages et des copies de mes relevés de courrier prouvant que je n'avais plus jamais pris contact après cette visite. Mais à ce moment-là, j'en avais fini de jouer en défense. J'ai dit à Richard que je voulais engager des poursuites pénales et une action civile. Il a dit, bien. Il s'en tire avec ce genre de conneries depuis trop longtemps. Tessa a commencé à agir bizarrement. Silencieuse, elle restait dans son coin. Puis, une nuit, je l'ai vue faire une valise. Je lui ai demandé où elle allait. Chez ma sœur, a-t-elle dit. Je ne peux pas être près de toi pendant que tu déchires ma famille. Je lui ai dit franchement, tu devrais y aller, parce que je n'arrêterai pas. Elle est partie. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un avis d'un avocat. Elle avait engagé un avocat pour examiner les lois sur la propriété communautaire dans le Montana. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne se contentait pas de fuir chez sa mère. Elle se préparait à essayer de réclamer la moitié du chalet, disant que nous étions mariés et qu'il aurait dû être partagé. J'ai tout donné à Richard. Il a ri. Tu l'as acheté des années avant le mariage, tu l'as payé avec ton propre argent, et il est titré uniquement à ton nom. Elle n'a aucun dossier. Pourtant, elle a essayé. Son avocat a déposé une plainte selon laquelle le chalet était devenu une propriété conjugale parce que nous l'avions utilisé ensemble pendant le mariage. Il a dit que Tessa y avait investi un travail émotionnel et qu'elle croyait qu'il s'agissait d'une propriété partagée. Richard a répondu avec 43 pages de documentation, reçue, chronologie, ses propres maudits SMS disant des choses comme ton chalet, et l'accord signé de ses parents. L'affaire a été rapidement rejetée. Pendant ce temps, Mark et Lassie ont finalement déménagé. Pas discrètement. Ils ont laissé des ordures partout, arraché les tringles à rideaux, laissé de la nourriture pourrir dans le réfrigérateur et même griffonné le salaud cupide sur le mur du garage à la peinture en aérosol. Je suis monté et j'ai pris des photos de tout. Richard les a incluses dans la demande de dommages-intérêts. Tessa m'a envoyé un SMS 2 jours plus tard, est-ce que ça en valait la peine? Je n'ai pas répondu. Parce que je n'avais pas encore fini. Après les dégâts qu'ils ont causés au chalet, Richard a conseillé que nous demandions réparation, une action civile en dommages-intérêts. Il a dit que ce n'était plus seulement une question d'argent maintenant. C'est comme ça qu'on les empêche de le faire à quelqu'un d'autre, m'a-t-il dit. J'étais d'accord. Nous avons déposé une plainte pour dommages intentionnels à la propriété, falsification de documents, frais de justice et violation de propriété. Au total, le montant s'élevait à un peu plus de 42 000 $. Richard a dit que ça leur ferait une peur bleue. Je l'espérais. Mais j'espérais aussi qu'il se présenterait au tribunal. Parce que s'il le faisait, je voulais regarder chacun d'eux dans les yeux quand le juge lirait mon nom sur l'acte de propriété réel. Mais avant même d'en arriver là, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Richard m'a appelé un matin, l'air presque amusé. Tu ne vas pas le croire, a-t-il dit. Ta femme vient de demander à ce que son nom soit ajouté à l'acte de propriété du chalet. Elle prétend qu'il a été omis par erreur. Quoi? Elle a soumis un acte de renonciation rapide, falsifié évidemment, au greffier du comté, disant que la propriété était censée être aux deux noms. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Elle a vraiment déposé ça, ai-je finalement dit. Ouais. Signé par elle-même. Notarié par une certaine Becky Alvarez. Tu veux deviner qui c'est? J'ai dû m'asseoir. Becky Alvarez était la plus jeune cousine de Tessa. Elle venait d'avoir 23 ans.
Je l'avais vu publier en ligne qu'elle avait obtenu sa licence de notaire. Tessa l'avait entraîné là-dedans. Richard l'avait déjà signalé. Il a également contacté Becky, lui disant qu'elle avait 48 heures pour retirer la fausse notarisation et coopérer, ou faire face à des accusations de complicité. Becky a immédiatement cédé. Elle a pleuré au téléphone, apparemment. Elle a dit que Tessa l'avait supplié de signer et lui avait dit que c'était juste pour régler des formalités administratives. Ce geste a tout changé. Ce n'était plus seulement une sale dispute familiale. C'était maintenant de la falsification criminelle, le dépôt de faux documents auprès du comté, la contrainte d'un notaire. Tout ça pour un chalet. Richard m'a dit franchement, ça ira au procureur si on insiste. Tu es prêt pour ça? Je lui ai dit que oui. J'ai commencé à me préparer pour le procès. Nous étions à quelques semaines du procès civil pour dommages-intérêts, et maintenant Tessa et ses parents faisaient également face à la possibilité réelle de poursuites pénales. Mais ce n'était même pas le dernier rebondissement. Non, le dernier rebondissement est venu de quelqu'un qui était resté silencieux tout ce temps. Quelqu'un dont j'avais même oublié qu'il faisait partie du tableau, la sœur de Tessa, Mel. Elle m'a appelé un soir, de nulle part. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle avait toujours gardé ses distances. Pas impolie, juste pas impliquée. Mais elle m'a appelé et a dit, « J'ai besoin de te parler en personne. » Nous nous sommes rencontrés dans un café à Missoula. Elle avait l'air épuisée. Elle s'est assise, n'a même rien commandé, a juste fixé la table et a dit, « Il planifie ça depuis l'année dernière. » Je suis resté assis là. Elle a continué, « Maman et papa. Tessa aussi. Je les ai entendus parler de transférer le chalet, d'essayer de le faire passer pour une propriété partagée. Ils voulaient le rénover, puis essayer de le revendre sans te le dire. Marc n'arrêtait pas de dire que c'était un trop bon actif pour le gaspiller. Tessa était d'accord. Je pensais qu'ils se plaignaient juste. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je lui ai demandé, « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Elle a levé les yeux et a dit, « Parce que Tessa est venue me voir la semaine dernière et m'a demandé de mentir. Elle voulait que je témoigne que tu lui avais dit que le chalet serait à elle un jour, que tu avais dit que c'était notre future maison familiale. » Elle avait même une déclaration écrite prête. Mon estomac s'est noué. Mais elle a continué, « Je ne ferai pas ça. Tu as toujours été bon avec moi. Et ça, ce n'est pas bien. Tu dois savoir ce qu'ils sont prêts à faire. » Elle m'a tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur, il y avait un fil de mer imprimé entre Tessa, Marc et Lassie. Il datait de plusieurs mois. Il parlait du plan de sortie, discutait de la possibilité de simuler une histoire de copropriété, et parlait même de la façon dont Rob ne se battra pas si on le coince émotionnellement. Ils ont écrit ça, Rob ne se battra pas si on le coince émotionnellement. J'avais envie de vomir. Mel m'a regardé dans les yeux et a dit, « Je témoignerai si tu as besoin de moi. » J'ai hoché la tête. Je ne pouvais même pas la remercier. Ma mâchoire était bloquée. J'ai tout donné à Richard. Il a tout lu et a dit, « On va faire la politique de la terre brûlée. » Mais le plus fou, c'est qu'on n'était même pas encore allé au tribunal. Le jour de l'audience est arrivé vite. Nous sommes entrés dans le tribunal de district du comté de Flathead avec des boîtes de documents. Richard avait l'air aussi calme que jamais. J'étais tendu, mais concentré. Marc et Lassie étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, chuchotant, habillés comme s'ils allaient à l'église. Tessa était assise entre eux, les bras croisés, l'air ennuyé. Ils n'avaient pas d'avocat. Je suppose qu'ils pensaient pouvoir s'en sortir en parlant. Grosse erreur. Le juge a examiné le dossier que Richard lui avait donné, l'acte de propriété original, l'accord notarié, les emails de Mel, l'acte de renonciation rapide falsifié, même la déclaration signée de Becky Alvarez admettant qu'elle avait été trompée. Le juge a pris son temps pour tout lire. Puis il a regardé Marc droit dans les yeux et a dit, « Monsieur, comprenez-vous la gravité de la falsification de la propriété d'un bien et de la tentative d'enregistrement d'un faux titre ?» Marc a ouvert la bouche, mais le juge l'a interrompu, « Je ne demande pas un discours, juste un oui ou un non. » Marc a dit oui. Tessa a essayé de parler, mais Richard s'est immédiatement levé, « Votre honneur, j'aimerais soumettre une demande de jugement sommaire immédiat sur tous les dommages-intérêts, ainsi qu'un renvoi au procureur du district pour une enquête pénale. » Le juge a accepté. Juste comme ça. Coup de marteau. Devant toute la salle d'audience, le juge a statué que j'étais le seul propriétaire légal.
Il a ordonné à Marc et Lassie de payer 42 680 $ en dommages-intérêts, réparations, nettoyage, frais de justice et frais de tribunal. Il les a tous les deux renvoyés pour un examen pénal concernant les faux documents et la fraude immobilière. Puis vint Tessa. Le juge l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'ai vu beaucoup de gens essayer de s'approprier des biens qu'ils n'avaient pas gagnés. Mais vous avez fait des pieds et des mains pour le planifier. Vous avez utilisé votre famille pour falsifier des documents légaux. Vous avez essayé de manipuler le tribunal. Si j'avais l'autorité aujourd'hui, je vous jetterais en prison moi-même. » Elle n'a pas dit un mot. À l'extérieur de la salle d'audience, elle a essayé de me parler. Je n'ai pas arrêté de marcher. Elle a dit, « J'avais peur. » D'accord. Je ne voulais pas tout perdre. Je me suis retourné et j'ai dit, « Tu as tout perdu parce que tu ne l'as jamais eu. Tu as juste menti pour t'en approcher. » Je lui ai signifié les papiers du divorce 2 jours plus tard. Richard s'en est occupé rapidement. Elle a de nouveau essayé de réclamer une partie du chalet. Elle a de nouveau échoué. Marc et Lassie n'ont pas pu payer les dommages-intérêts. Ils ont fini par être poursuivis en justice, ont perdu leur condo de retraite et vivent maintenant dans une petite location en bordure de Spokane. Leur crédit est ruiné. Personne dans la famille élargie ne leur parle plus, pas après que la vérité soit sortie. Quant à Becky Alvarez, elle a perdu sa licence de notaire et a dû payer une amende, mais elle s'en est tirée plus facilement qu'elle n'aurait pu. J'ai laissé couler. Elle était jeune et stupide, pas malveillante. Tessa a essayé de reconstruire son image, a publié des bêtises tristes sur Facebook à propos de trahison et d'un mari contrôlant qui a retourné sa famille contre elle. Personne n'y a cru, surtout après que Mel ait publié les captures d'écran des emails dans les commentaires. Tessa a déménagé hors de l'État quelques mois plus tard. Aux dernières nouvelles, elle travaillait à temps partiel dans un salon à Boise, utilisant à nouveau son nom de jeune fille. Bien. Quant à moi, j'ai gardé le chalet. J'ai passé quelques week-ends à le nettoyer, à réparer ce qu'ils avaient cassé, à remplacer ce qu'ils avaient jeté. J'ai accroché un nouveau panneau près du porche d'entrée, entrée interdite. Aucune exception. Mais j'ai aussi appris quelque chose de tout ça. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Je voulais tellement la paix que j'ai ignoré les signaux d'alarme. J'ai mis la politesse avant les limites. C'était mon erreur. Je ne le referai plus. Je vais au chalet presque tous les week-ends maintenant. Seul. Parfois avec des amis. Je pêche, je coupe du bois, je m'assois sur le porche avec une bière et j'écoute les arbres. Et chaque fois que je le fais, je souris. Parce que les gens qui ont essayé de le voler sont ceux qui ont tout perdu. Et moi, je l'ai finalement récupéré. Pas seulement le chalet. Ma paix. Mon respect de moi-même. Et la satisfaction de savoir qu'ils se souviendront de ce qu'ils ont fait chaque jour où ils se réveilleront fauchés, amers et impuissants. Voilà à quoi ressemble la vraie vengeance.